Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour la review de l'épisode 7 de One Piece Netflix, donc l'avant-dernier épisode donc. Et alors, on reste dans la malédiction de ce que je vous disais la dernière fois, qu'à chaque fois j'oublie de vous dire des trucs sur l'épisode. En plus, c'est la dernière fois, à la fin de la review d'avant, j'étais là en mode non c'est bon, je vous ai tout dit et tout, c'est sûr, j'ai rien oublié. Et bah si. Donc du coup, très vite fait, pour revenir un petit peu sur quelques trucs que j'avais omis de vous partager sur l'épisode d'avant, donc l'épisode 6. J'ai bien aimé quand, à un moment donné, Arlong dit à Luffy je t'imaginais plus grand, et puis t'as Luffy qui dit ouais, moi c'est pareil. Moi j'ai vu ça comme un petit clin d'œil de la part des scénaristes en mode parce que Arlong dans le manga est vraiment très très grand, et là il a forme humaine, Arlong, donc voilà, donc je me suis dit est-ce que c'est un petit clin d'œil en mode petit clin d'œil aux fans en mode bah ouais, nous aussi on l'imaginait plus grand. J'ai trouvé ça bizarre le truc de Baggy, parce qu'en fait genre Arlong il arrive au baratier sous l'eau, en mode requin. Comment il a fait Baggy pour respirer? Bon, petit faux raccord un peu étrange de narration. J'ai trouvé ça dommage qu'on n'explique pas pourquoi Sanji ne se bat qu'avec les pieds, quand bien même on le comprend et on nous l'explique plus tard dans le manga. Là, comme on est avec des néophytes, j'aurais trouvé ça plus pertinent d'expliquer quand même que s'il se bat avec les jambes uniquement, c'est pour ne pas blesser ses mains, qui sont son premier outil de travail pour la cuisine. J'aurais trouvé ça cool de l'expliquer pour les néophytes. Zoro qui, à partir du moment, se réveille parce qu'en fait, il a été extrêmement touché tu sens qu'il a été touché par le fait que Luffy respecte de fou son rêve, parce qu'il le laisse aller affronter Mihawk alors que c'est censé être son capitaine, il aurait dû l'en empêcher, mais étant donné que Luffy l'a laissé faire, ça veut dire qu'il y a un vrai respect par rapport à son rêve, donc Zoro a été touché par ça, et tu sens que c'est à partir de là qu'il se dévoue corps et âme à Luffy. Et dernière chose, j'ai trouvé que le recrutement de Sanji était un petit peu rapide, là où dans le manga, Sanji il suit Luffy parce qu'il voit Luffy être très... comment dire, c'est via ses actions contre Don Krieg, via son envie d'affirmer sa détermination, que Sanji trouve ça tellement inspirant qu'il se dit ouais, c'est l'homme que je veux suivre. Et dans la série, je trouve que c'était moins appuyé, que ça s'est fait un peu plus rapidement, je trouve. Voilà ce que je voulais dire sur l'épisode 6. Donc maintenant, on va parler de l'épisode 7. On va le prendre chronologiquement comme je l'ai fait pour les précédentes reviews. On va commencer par un petit point réalisation. On est un petit peu dans la même branche de ce que je dénonçais dans les reviews d'avant, c'est-à-dire que je trouve ça dommage qu'on soit encore sur des plans assez serrés, sur des effets très fisheye, qui fait qu'il y a du flou. Il y a du flou partout, tu vois, genre là typiquement tu vois que c'est un grand angle, tu vois que c'est un fisheye en mode c'est flou pour les personnages qui sont aux extrémités, et il y a cet effet arrondi, on prend le plus grand angle possible parce que tu sens que le décor ne doit pas être très grand, il doit y avoir je sais pas moi, beaucoup toute l'équipe technique, plein de studios, etc. Aux alentours, et donc tu sens qu'ils ont voulu restreindre le plus possible. Donc c'est dommage parce que c'est quand même la première scène qui introduit Arlong Park, et pour moi, enfin en tout cas je dis ça d'un point de vue public cinéma, moi j'aime bien quand on me présente bien le décor. Quand on fait ce qu'on appelle un plan d'exposition, c'est-à-dire un plan large où on va te montrer l'ensemble du décor pour comprendre où se situe l'action, dans quel cadre les personnages interagissent entre eux, pardon. Mais là, le fait que ce soit sans arrêt des plans très 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 proches, je trouve qu'on se rend pas bien compte de l'envers du décor. Alors oui, il y a quelques plans larges, il y a ce plan notamment, il y a un plan où Nami prend la direction d'Arlong Park, enfin du bâtiment de Arlong, mais encore une fois, c'est très court. C'est un plan très court qui dure pas longtemps et qui reste quand même pas à grande échelle. Donc voilà, petit point de vue réalisation, mais ça rejoint ce que j'ai toujours dit. J'ai été très étonné d'apprendre, on me l'a souligné sur mon Discord, ce personnage c'est Hachi, à savoir Octo, ou Octi, je me souviens plus en VF. C'est le personnage d'Hachi, ça. Genre, et vraiment je comprends pas, parce que tu vois, en fait je me dis, soit vous le mettez pas, vous assumez le fait qu'il sera pas dans l'histoire, et bah ok, mais le fait de le mettre alors qu'il sert à rien et qu'il a pas du tout la même écriture que dans le manga, je trouve ça bizarre. Voilà, je vous jure que c'est lui, je vous jure que c'est lui. Il est crédité à la fin de l'épisode, faites vos recherches, nanani nanana, c'est bien Hachi.
Voilà, très, très étonnant. Très étonnant. J'ai trouvé que le flashback belle-mère avec ses deux filles Nojiko et Nami très réussi. On va à l'essentiel. Il manque pas grand-chose. Pareillement. Alors, d'un côté, je dois bien avouer que oui, ça accentue un certain rythme. Ça, je dois bien l'admettre. J'allais dire, pareillement, d'un point de vue réalisation, on va à l'essentiel. Tu vois, moi, typiquement, je trouve ça dommage parce que je trouve que cette maison, elle a un charme de fou, mais on ne s'arrête pas du tout sur les détails. On ne prend pas du tout le temps de faire des plans, je sais pas moi, des plans sur les draps qui volent un petit peu, des plans sur certains jouets en bois de Nami, des plans sur certains plats pour appuyer le côté un petit peu toc, un petit peu pauvre. Je sais pas, tu vois, mais plein de plans, on appelle ça des inserts au cinéma, des plans très rapprochés sur des éléments du décor qui ajoutent de la vie en fait, parce que du coup tu comprends mieux ce qui se passe dans le décor. Mais on le voit jamais, que ce soit dans cette scène comme dans toutes les scènes, hein, mais je pense encore une fois que on veut appliquer un certain rythme à la narration, à l'épisode, parce que déjà qu'il y a beaucoup de choses à traiter dans un épisode pour tout résumer l'arc. Donc je suis d'accord, mais en même temps, voilà, je trouve ça un peu frustrant, d'autant que comme je vous le disais, il y a plein pour moi de séquences avec Garp et Kobe qu'on aurait pu raccourcir, qui ne servent pas à grand chose. Et moi je trouve qu'on aurait gagné en qualité d'immersion de raccourcir des scènes avec Garp, de l'arc narratif de Kobe, pour mettre plus de plans d'insert sur les décors, pour que les décors prennent un peu vie, parce que là c'est pareil, j'ai encore cette impression de cache-misère, quand Nami petite sort de la maison et qu'elle se met à courir et qu'on a la caméra qui recule avec en même temps que Nami avance, pareil, là c'est pas moi qui ai mis un mauvais screen, c'est le plan qui est flou. À partir du moment où Nami sort du cadre, le décor devient flou. Pour moi il y a trop de flou dans cette série, et pour moi le flou, autant effectivement je suis d'accord, il y a des œuvres où ça a un parti pris, je suis d'accord, tu vois, typiquement quand Nami joue aux cartes au début de l'épisode, c'est très rapproché, on pourrait se dire il y a un parti pris, il y a une volonté de nous raconter quelque chose avec le fait qu'on soit dans des plans très serrés et tout, mais là pour moi non, tu vois, autant il y a des films, des séries dans lesquelles oui il y a une cohérence scénaristique, là pour moi c'est juste de la cache-misère, c'est vraiment cacher l'étroitesse du décor, et pour moi c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flou, enfin en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de flou dans la série, c'est surtout pour ça. Pareillement pour la scène de champ de bataille avec belle-mère, moi j'aurais trouvé ça tellement impactant de voir un énorme plan large, vous savez, avec juste la silhouette de belle-mère qui avance, et tu vois des tonnes et des tonnes de cadavres et une forêt décimée. Je trouve que ça aurait eu tellement plus d'impact sur la guerre entre pirates, c'est ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut économiser du budget et qu'il ne faut pas être trop violent comme on l'a été avec l'épisode 1. On en revient à ce que je disais aussi, c'est que je trouve que l'épisode 1, il y avait une violence qui marchait bien. Là, un peu moins. On a un peu esquivé pas mal la violence. Le sang, tout ça, les trucs un peu gore. Baby Nami, elle est trop mignonne. Bébé Nami, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient casté une actrice noire pour Nojiko, parce que ça appuie encore plus le fait que non, c'est pas ma sœur. Enfin, elles sont pas sœurs de sang, et on s'en fout en fait. On s'en fout, elles sont sœurs quand même. J'ai trouvé ça très malin, ce changement de couleur de peau. Surtout que Nojiko, elle est très mignonne, donc ça marche bien. Le personnage de belle-mère, pareil, ça fonctionne très bien. Non, honnêtement, je trouve que le flashback est efficace, même le timbre de l'image assez chatoyant, assez vivant. On est sur des couleurs beaucoup plus vives que dans le présent, pour un petit peu créer le décalage entre avant, malgré qu'elles soient pauvres, elles étaient quand même un tant soit peu heureuses, et maintenant dans le présent c'est pas la même chanson. J'ai beaucoup apprécié cet épisode en VO. Je l'ai d'abord vu en VF à mon premier visionnage, et je trouve que la VO a une certaine plus-value. Alors je dis pas que je suis pas du tout le genre à descendre la VF, je trouve que la VF, il y a une très bonne qualité, mais je trouve que Nami et Arlong en VO, ils passent beaucoup mieux. Je trouve que l'acting de Nami est bien plus prenant, tu es bien plus pris aux tripes que la VF, que la doubleuse de Nami, quand bien même elle est excellente, la voix française de Nami, mais je trouve que là
là, le fait de voir vraiment l'actrice jouer, c'est un autre délire. Pareil pour Arlong, je trouve que sa voix en VO, mais elle est exceptionnelle par rapport à la VF. Je l'avais un peu entendu dans les trailers, mais j'étais en mode, ah ouais, non, là, on sent beaucoup plus le côté machiavélique, le côté un peu monstrueux du personnage, le côté un peu surhumain du personnage, on le ressent... on le ressent beaucoup plus. Le village de Kokoyashi, je trouve qu'il a une très belle vibe. On est un petit peu comme à l'arc de Kuro, c'est-à-dire on a un parti pris différent du manga. Là, on est sur des bâtisses beaucoup plus cambodgiennes, tu vois, un petit peu plus ambiance asiatique, en Inde et tout ça. Et honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que ça donne une certaine plus-value, même si là, encore une fois, j'aurais kiffé qu'on voit un peu plus de l'intérieur des maisons. Par exemple, tu vois typiquement, juste placer la caméra à l'intérieur d'une maison et faire un travelling avec les Mugiwara qui avancent de côté en travelling. Tu les vois qui avancent sur de profil en fait, et depuis l'intérieur d'une maison. J'aurais trouvé ça stylé parce que du coup, tu vois l'intérieur des maisons, tu vois la pauvreté du village et en même temps, tu vois les Mugiwara qui avancent, qui découvrent ça. Je trouve que ça aurait mis une certaine plus-value à la réalisation. J'aime beaucoup la team des garçons quand ils se déplacent dans le village et tout. Les voir ensemble, je trouve ça trop stylé. Ils ont un teint très grave. Là, on n'est pas sur les Mugiwara un peu fun avec des vannes un peu par-ci par-là. Là, ils sont vraiment en mode putain, on est accablé par ce qu'on est en train de voir, par le climat sérieux et grave de ce village, et puis par le fait que on prend pas du tout on prend pas du tout à la légère le fait qu'on veuille retrouver Nami. Je trouve que Genzo il fonctionne bien, il a pas un grand impact dans la narration, je trouve, comme dans le manga, mais ça va, ils lui ont enlevé, enfin ils ont changé le côté l'hélice, le côté hélice, ils l'ont déplacé avec le personnage de Belle-Mère. C'est malin, ça permet de gagner du temps, mais c'est vrai que Genzo a quand même une relation un peu particulière avec Nami, un petit peu très paternelle avec Nami, donc c'est vrai que là dans la série du coup on perd ça. Et alors, on arrive à l'une de mes scènes préférées. Vraiment, on m'aurait dit il y a un an que cette série contiendrait une nouvelle scène fave à One Piece pour moi, mais je n'aurais jamais cru. Non mais c'est bon, c'est un live action, non mais jamais ils arriveront à la hauteur, voire dépasseront la narration du manga, enfin faut pas déconner. Et bah si, putain, cette scène de Nami qui retrouve les Mugiwara, je la trouve d'une justesse de jeu et d'écriture folle. Dans le manga, Luffy est, malgré toutes ses qualités, il est très égoïste. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va vouloir enrôler les gens qu'il veut, qu'importe leur passé, qu'importe qu'ils disent non, je vais pas te suivre Luffy, non, je suis pas pirate et tout. Luffy, il force un petit peu son équipage à le rejoindre. Il fait ça avec Zoro, il fait ça avec Sanji, il fait ça avec Usopp. Bah, t'es un des nôtres, non? Bah, t'es un des nôtres, donc suis-nous. Il est beaucoup moins à l'écoute. Il est à l'écoute de son ambition. En fait, Luffy, il a un radar à bonne personne. Il se dit, ah, toi, t'es une bonne personne, bah, tu viens avec moi. Et ça s'arrête là. Tu vois, il y a un peu cette aura supérieure de Luffy dans le manga en mode, je sais que t'es une bonne personne, donc tu viens avec moi. Dans la série, déjà dans une série en temps normal, ça fonctionne mal, un truc comme ça. Ça fonctionne pour un manga, mais pour un public néophyte, pour un public cinéma, bah oui, c'est un truc qui fonctionne pas et qui est pas très naturel. Là, on est sur un Luffy qui est beaucoup plus à l'écoute de ses Nakama, de son équipage. Dans le manga, quand Nami vient leur dire « Je vous quitte, j'ai jamais été l'un des vôtres et tout, je vous ai manipulé, tout ça », Luffy ne dit rien et il s'endort. Et tu vois, dans le manga, enfin, je dis pas que c'est mauvais dans le manga, tu vois. C'est un parti pris, c'est un choix de narration, en mode Luffy, il a besoin de rien dire, il a besoin de rien écouter, il s'en fout du passé de Nami, il s'en fout de ce que dit Nami. Luffy, intérieurement, il le sait, il a cette conviction, il est à 100% convaincu que Nami se ment à elle-même, qu'elle leur ment, et donc il est là en mode bah, je m'en fous de ce que tu vas me dire, Nami, je m'en fous de ton passé, parce que je sais que tu mens, je sais que tu te mens. Je sais que t'es une Nakama, je sais que t'es une amie, je sais que tu rejoindras mon équipage.
Je vais te récupérer quoi qu'il arrive. Donc je m'en fous. Je m'endors. Pareil quand Nojiko raconte son histoire, non, je m'en fous de son passé, je m'en vais. Et là, on a un parti pris différent. On a un Luffy qui est plus réaliste, plus terre à terre, qui prend beaucoup plus au sérieux son rôle de... Comment dire ? Son rôle de capitaine. Et ça, j'ai adoré. Parce que, souvenez-vous, je vous avais fait souligner dans une review précédente, dans l'épisode 5, que Luffy, à chaque fois qu'il voit Nami sourire, il regarde son équipage en mode « Ah, je suis content de vous voir vous amuser. » C'est ça la piraterie, c'est ça un équipage. C'est vous voir vous amuser. Et Luffy, à ce moment-là, il a un regard très complice, très bienveillant, très heureux, très chaleureux, très empathie, en mode « Je suis content de vous voir vous amuser. » Et du coup, ces petits inserts de Luffy qui observe Nami en train de s'amuser, elle prend tout son sens dans cette scène. Parce que du coup, il voit très clairement que Nami n'est pas sincère. Là, le fait qu'elle soit aussi froide, qu'elle soit autant fermée, Luffy le sait, ce n'est pas elle, ce n'est pas vraiment Nami. Et j'adore quand Luffy lui dit, simplement avec un ton calme, avec un ton presque de chuchotement, « Nami, si t'as besoin de notre aide, tu nous le dis. » Dans le manga, il est pas du tout comme ça. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux là, je ne dis pas que je préfère une version à l'autre, je dis juste que ce sont deux visions différentes, mais les deux fonctionnent, les deux sont pertinentes et elles correspondent à leurs médias. Tu vois, c'est comme si tu me disais, tu préfères quoi entre aller avec tes potes à la montagne et aller avec tes potes à la mer. Mais les deux expériences se valent. Les deux expériences sont différentes, on va voir des choses différentes, on va vivre des choses différentes, les deux expériences fonctionnent. Ben là c'est pareil, je peux pas dire que je préfère le traitement de Nami, le traitement de Luffy ici qu'au manga. Les deux sont très différents, mais les deux sont hyper qualitatifs pour moi. Et encore une fois, mais un grand bravo à Emily Rhodes, donc l'actrice de Nami, parce que, mais putain de merde, c'est-à-dire que les Mugiwara, c'est pas juste, ils ont la gueule des Mugiwara, donc c'est trop bien, mais non, mais ils jouent aussi tellement bien, tu sens tout le long, plus le dialogue avance, plus Nami, elle se retient de pleurer, tu sens la boule dans sa gorge, et quand elle se retourne, et que là, elle commence à laisser s'échapper quelques vrais sentiments, et tu la vois elle est crispée et tu la vois qu'elle fait tout pour ne pas s'effondrer devant ses potes. Putain, mais la justesse de cette scène, elle est phénoménale. Ce que raconte cette scène est fantastique. C'est vraiment une de mes scènes favorites de la série, alors que c'est propre à la série en fait. Cette direction n'est pas dans le manga. Cette scène n'a pas du tout ce ton-là dans le manga. Donc... Vraiment un grand bravo, quoi. Je sais pas quoi dire de plus qu'un grand bravo pour avoir écrit cette scène. Quand vous avez tout compris de ce qu'est l'âme du manga et vous avez tout compris de ce que c'est adapter des personnages d'une bande dessinée sur grand écran. Tu prends cette scène, ils ont tout compris. Ils ont changé ce qu'il fallait changer pour s'adapter au format cinéma, tout en gardant l'âme de l'œuvre. Donc... Phénoménal. Tout comme Nojiko, je la trouve parfaitement réussie. J'aime bien le ton un peu, la lumière un peu sombre qu'ont les Mugiwara à ce moment-là. Sur le contre-champ, quand les chapeaux de paille sont face à Nojiko, il y a une lumière beaucoup plus sombre, beaucoup plus noircie, qui appuie beaucoup sur le côté grave de la situation. Donc très très bien. Pareil, le petit parti pris de faire d'Arlong Park une sorte de ghetto, ambiance, tu sais, ambiance gang, ambiance gangsta, pourquoi pas, je trouve que ça va bien. Pareil, c'est une idée nouvelle par rapport au manga, je trouve ça bien, même si, bon, les hommes poissons, je suis moyen convaincu. Il y en a qui fonctionnent, il y en a d'autres un peu moins au niveau de leur maquillage, mais honnêtement, voilà, ça fonctionne bien. Le flashback, comme je le disais en début de review, j'ai pas grand chose à dire, ça fonctionne bien. Alors oui, on aurait peut-être aimé voir une belle-mère un peu plus combative comme dans le manga, parce que dans le manga, elle met une sacrée rouste à Arlong, malgré tout, elle se laisse pas faire, et ça appuie sur son côté marine, sur son côté garçon manqué. On a un peu moins ça, mais malgré tout, on raconte l'essentiel. On raconte vraiment l'essentiel dans ce flashback, donc j'ai pas grand chose à dire. Et puis, pareil, une scène que j'ai
adoré. Pareillement, c'est un ajout de la série. Quand Luffy se lève après avoir entendu cette histoire, en sachant que, encore une fois, dans le manga, Luffy en a rien à battre de l'histoire de Nami, parce que lui, il s'en fout de ce qu'on peut... Il s'en fout du passif de Nami. Pareillement, c'est qualitatif comme type de narration. Hein. C'est-à-dire que le protagoniste s'en fout du passé de son ami, en mode, je m'en fous de ce qu'elle a vécu par le passé, moi je vois la Nami du présent. Sauf que là, on est dans une version où Luffy est abasourdi par ce qu'il entend de Nami. Et alors, Luffy part de la maison et il est tout de suite suivi par Zoro. Et alors, cette scène, mais pareil, j'entendais ça une fois sur je crois que c'est sur Twitter ou dans une critique YouTube, mais j'avais entendu un vidéaste, enfin un fan de manga qui disait mais putain, des fois je suis en train d'oublier que je suis en train de regarder une adaptation de One Piece. Et moi j'étais pareil à ce moment-là. J'étais en mode mais je suis tellement heureux d'avoir une revisite aussi qualitative de One Piece. Genre je connais le manga, enfin je connais pas le manga par cœur, mais je connais très bien les événements du manga, et ça c'est intéressant. Tu vois, genre plein de gens disaient que la série de The Last of Us était bien. Je suis d'accord, elle est bien, mais on peut pas noter le fait que, hormis quelques petits trucs, c'est le jeu vidéo ni plus ni moins. T'as fait le jeu vidéo, tu revis plus ou moins la même chose. Là, t'as lu le manga, t'as regardé l'animé, tu ne vis pas la même chose. Tu ne vis pas la même chose, il y a des qualités qui sont mises à d'autres moments. Et donc, mais moi je suis un grand fan de la relation qui lie Luffy et Zoro, capitaine bras droit. Et donc, cette scène de Zoro qui suit Luffy comme un aimant en mode « je veux l'épauler », il a l'air secoué, donc je veux l'épauler, je veux être là pour lui apporter mes conseils. Putain, mais cette scène est tellement réussie, quoi. Il y a tellement... C'est un échange. Tu vois, c'est exactement comme quand un chef discute avec son second, en mode il a besoin de conseils. Il a besoin d'avoir un avis extérieur. Et donc les deux échangent calmement. Zoro essaie de lui présenter son avis. Écoute, elle nous a dit de partir, donc il faudrait peut-être partir. Luffy lui dit non, mais moi ça me saoule d'entendre les gens me dire ce que Nami est. Moi je ne vois pas ce que vous voyez. Et donc il y a cette sorte de confrontation d'avis, mais bienveillante. C'est-à-dire que les deux présentent leur avis, mais se respectent. Et ça, c'est tellement Zoro Luffy pour moi. C'est tellement ce que je voulais voir d'une relation entre ces deux personnages. Vraiment. Et tu vois, je me dis, mais je sais pas quelle est l'implication exacte d'Eiichiro Oda par rapport à cette série. Et je serais curieux de savoir s'il n'y a pas des scènes qu'il a lui-même écrites avec les scénaristes. Parce que pour moi, cette scène, elle est tellement qualitative d'écriture que ça ne m'étonnerait pas du tout que Oda ait fait partie de la réunion d'écriture pour cette scène. Pareillement pour la scène entre Garp et Zeph que j'ai adoré. On comprend enfin on l'avait supposé avant, hein, mais on comprend. Maintenant, c'est dit explicitement que Garp, s'il veut absolument retrouver son petit-fils, c'est pas pour le mettre en tôle, mais c'est parce qu'il veut pas infliger à Luffy ce qu'il a infligé à Gold Roger. Il veut pas voir des pics se planter dans son petit-fils. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Et pareil, j'adore la scène d'intro quand il a... Attends, t'as parlé de beefsteak? T'as tous les hommes de la marine qui sont là. Bon allez, monsieur Garp, on s'en va. Attendez. Il a parlé de beefsteak, on est bien d'accord. Ça, c'était très bien joué. Et donc oui, voilà, tu vois un Garp qui est inquiet. Et encore une fois, c'est tellement l'âme du manga, ça. Deux personnages de l'ancienne génération qui discutent sur la nouvelle génération. Ce côté, voilà, nous on a fait notre temps. Faut faire confiance à la nouvelle génération. Et ils vont bousculer le monde comme nous on a pu bousculer le monde à notre époque. Mais putain, mais ça pareil, je me dis mais attends, mais c'est Oda qui a écrit cette scène, c'est pas possible. Il y a des scènes très similaires entre
entre Garp et Roger dans le manga, entre Roger et Barbe Blanche. Enfin, il y a tellement une écriture. Ton petit-fils, il me rappelle Roger, et puis du coup, t'as Garp qui se referme encore plus parce que non, il ne veut pas justement que Luffy aille sur les pas de Roger. Vraiment, cette scène, elle déborde de passion et de justesse par rapport à ce qu'on connaît du manga et de l'âme des personnages. Je me suis vraiment dit, mais c'est le manga, quoi. C'est ni plus ni moins que l'âme du manga. J'ai trouvé intéressant la vision d'Arlong qui est différente du manga. Excusez-moi, je bois. Il faut boire, hein, c'est important. J'ai trouvé ça intéressant parce que dans le manga, Arlong, il a plus cette vision de nous sommes des êtres supérieurs et c'est tout, donc vous vous pliez à notre volonté. Alors que dans la série, tu sens qu'il est encore très touché par le racisme qu'a subi son espèce. C'est-à-dire que là où dans le manga, tu sens qu'il est passé au-dessus de ça et maintenant il est juste dans un acte de tyrannie, là tu sens que plusieurs fois, le côté on a été exploité, on a vécu du racisme, même Jinbei c'est un chien parce que voilà, c'est un vendu du gouvernement, très beau clin d'œil. Voilà, tu sens que là dans la série ils ont pris le parti pris de beaucoup plus appuyer sur le côté racisme, un petit peu teaser le côté les hommes poissons ont véritablement été exploités, et tu sens que le Arlong de la série ne s'en est pas vraiment remis. Donc ça c'est intéressant parce que on est alors personnellement je préfère le Arlong du manga au niveau de sa prestance. Lui c'est un peu un pleurnicheur je trouve dans la série, le Arlong de la série. Je le préfère dans le manga, mais je trouve que c'est un parti pris très intéressant d'appuyer sur le racisme dès maintenant. Un grand bravo encore une fois au jeu d'acteur de Emily, de l'actrice de Nami. Elle est tellement saisissante et qualitative dans son jeu. Même si j'ai trouvé un petit peu maladroit le fait qu'on apprenne que voilà, elle économise de l'argent pour racheter le village. J'aurais trouvé ça cool qu'on voit un peu plus ça au fur et à mesure des arcs, parce que c'est vrai que son côté chapardeur, son côté je vole de l'argent, je trouve qu'il a été un petit peu amenuis. Tu le vois un petit peu au manoir de Usopp, enfin au manoir de Kaya, mais c'est tout. Alors que vraiment dans le manga, bah voilà, tu la vois qui vole tout le temps et tu te dis bon ok, elle a une maladie, c'est une kleptomane, elle a un problème avec ça. Et en fait tu comprends, ah oui non d'accord ok, c'était pour ça, c'était pour son village. Et je trouve que dans la série c'est un peu trop timide ce développement de Nami au fur et à mesure de la série. C'est dommage, c'est une petite réserve que j'ai, mais ça fonctionne quand même. Et puis alors, nous arrivons à la fameuse scène. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu de mal, malgré que le jeu d'Emily est encore une fois saisissant. Son jeu est saisissant quand elle se met à hurler, qu'elle se plante le bras. Son jeu d'acteur m'a pris aux tripes et m'a vraiment donné des sacrés frissons. Mais pour moi, on est trop dans on recopie l'anime et le manga. Et c'est là, en fait, ce que je vous disais dans certaines reviews, c'est que je trouve ça dommage parce que je trouve que la série déborde de qualité quand elle prend son chemin. Typiquement, je vous en parlais, voilà la scène où Nami retrouve son équipage à Kokoyashi, quand Zoro rejoint Luffy, quand sur le toit, quand Zeph et Garp se parlent, quand Kobe et Hermep se parlent dans un bar. Ça, c'est la direction de Netflix. C'est leur vision de l'histoire, et ça fonctionne. Là, on n'est pas sur la vision du manga, de la série, on est sur la vision du manga et de l'anime. Et donc, on reproduit la scène de l'animé, et c'est pas le fait que la scène soit là qui m'a un petit peu posé problème, c'est le choix en fait de la mise en scène. Typiquement ce plan en contre-plongée, c'est une planche du manga, mais en format cinéma, je trouve que ça fonctionne pas si bien que ça, tu vois. Je trouve que on a trop le côté théâtral ici, on a trop le côté animé ici. Quand elle se retourne, ça fonctionne très bien, tu vois les larmes et tout, c'est très très bien. Mais pareillement, quand Luffy gueule
évidemment que je vais t'aider. J'aurais trouvé ça stylé. Vraiment, j'ai eu un frisson parce que quand Nami lui dit aide-moi, t'as Luffy qui met son chapeau et après il chuchote évidemment que oui. Et là j'ai eu une sorte de lueur d'espoir, je me suis dit oh putain, oh oui, ils ont pris le parti pris de ils vont pas faire gueuler Luffy, ils vont se faire une sorte de colère muette, une colère silencieuse. Moi je trouve que souvent les colères silencieuses sont beaucoup plus symboliques que les colères expressives. C'est-à-dire que faire un personnage qui est hyper en colère et qui va l'exprimer en étant très froid, très fermé et en juste chuchotant, je trouve que ça a tellement plus d'impact qu'un personnage qui hurle. Ça fonctionne pour le manga, pour l'anime, mais pour le cinéma, je trouve un peu moins. Et en fait, si, ils ont quand même pris ce parti pris de non, on va coller à l'anime, on va un petit peu rester dans l'état d'esprit des live action japonais, à savoir on est un peu dans l'excès, dans la démesure. Voilà, ils ont pris ce parti pris là. Et je trouve ça un peu dommage. Ça m'a un petit peu sorti, surtout que t'as Luffy qui regarde en l'air. Tu sens qu'il suit le mouvement de la caméra. Et du coup, je trouve que la pose est pas hyper naturelle. Là où, tout le long de l'épisode, j'ai trouvé que ses expressions et les agissements de Luffy étaient très naturels, faisaient très terre-à-terre, là, je trouve que là, on est trop dans le théâtral. Surtout quand on voit la pose des Mugiwara. Parce que, voilà, c'est un copier-coller de leur pose dans l'animé. Tu vois, genre... la pose de Zoro, la pose de Usopp, tu vois, c'est très... Ça fait très cosplay, tu vois, en fait. Le fait de reproduire à l'identique, je trouve que ça fait très cosplay. Même si je trouve ça très stylé de finir sur ce plan des chapeaux de paille face à l'horreur que vit Kokoyashi. Ça, par contre, c'est un plan réussi. Ça marche. Ce plan-là, il marche, tu vois. Voilà. Ce que j'avais à dire. Là, je regarde un peu mes notes. Normalement, je vous en supplie. Faites que je n'ai pas une lueur plus tard, mais normalement, là, je vous ai tout dit. Là, normalement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. J'espère. Mais enfin, voilà. Globalement, j'ai passé un excellent moment sur cet épisode. Tellement généreux. On a compris l'âme du manga. J'ai quelques petits bémols, mais ça, tu vois, pour moi, c'est tellement moins important, tellement l'âme est réussie, tu vois. C'est tellement réussi sur l'écriture que le reste, c'est du choix de réal, c'est du détail, tu vois. Le fait qu'on soit très rapproché, voilà, qu'il n'y ait pas une réal un peu plus expressive, que pareil, la figuration n'est pas hyper vivante, n'est pas hyper présente, les choix de vouloir faire du copier-coller avec les scènes du manga à la fin pour le aide-moi Luffy. Bon, ça reste du détail. Pour moi en tout cas, ça reste du détail. Je le souligne, ça m'a frustré, ça m'a un peu dérangé, mais il y a tellement de choses qui vont à côté que je ne peux que pardonner. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour la dernière review, pour le dernier épisode de cette première saison de One Piece Netflix. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous si jamais cette critique vous a plu. Voilà, j'espère encore une fois que mes reviews continuent de vous plaire, j'y mets du travail, j'y mets du cœur, j'espère que vous le ressentez et que ça vous fait passer un bon moment devant ces critiques simples de cette œuvre fantastique. Prenez soin de vous les gens, ciao.